Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information. Voici les titres du journal. Boko Haram au Nigeria et la violence au nord Mali, ces deux sujets ont constitué l'essentiel des débats au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Le président Macky Sall y a pris part les grandes décisions dans ce journal. Fin des cérémonies marquant le 134e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaye. Ferveur et discipline ont été les axes forts de la célébration. Nos équipes sur place nous feront partager les temps forts. Nous poursuivons notre focus sur Thiès. C'est dans la perspective du Conseil des ministres décentralisé. Ce soir, zoom sur la manufacture, le village artisanal, mais aussi coup de projecteur sur le tourisme à Saly et la pêche à Kayar. Aujourd'hui, 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac, fait marquant. Au Sénégal, les autorités annoncent une augmentation de 10% sur le prix du tabac. C'est pour lutter contre le tabagisme. Je vous le disais tantôt, sommet extraordinaire de la CEDEAO au Ghana. C'était hier, le président Macky Sall a pris part aux travaux. La menace Boko Haram et les violences au nord Mali ont été au cœur des discussions. Envoyé spéciaux Bélissi Khadikan. Le retour à la normalité constitutionnelle avait été salué par tous les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, mais des actes de violence injustifiables l'ont encore endeuillé. Les actes de terrorisme au Nigeria et l'enlèvement des filles de Chibok, des situations qui constituent une menace à la sécurité et à la stabilité économique des deux États membres de la CEDEAO. C'est pourquoi les chefs d'État et de gouvernement de l'institution se sont retrouvés à Accra, au Ghana, en session extraordinaire pour trouver des solutions à ces crises. Je suis convaincu que notre région sortira victorieuse. Cet optimisme, je le tire de la ferme volonté qui vous est commune de faire de l'Afrique de l'Ouest une région de paix, de sécurité et de stabilité, ainsi que de l'admirable solidarité avec laquelle vous conduisez toutes les initiatives que vous prenez dans ce cadre. Les chefs d'État et de gouvernement sont venus participer massivement à la réunion, une présence qui confirme leur engagement au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Ils ont tous condamné les actes de violence qui ont endeuillé le Mali dans la période du 17 au 21 mai. S'agissant du Nord Mali, la CEDEAO a réaffirmé ses positions de principe sur l'intangibilité des frontières du Mali, l'intégrité de son territoire, condamne très fermement les événements intervenus le 17 mai et le 22 mai dernier à Kidal, qui ont été sanctionnés par l'assassinat de fonctionnaires, préfets dans la zone. Et il y a eu également violation des accords de Ouagadougou. Nous avons souhaité que les principes soient rappelés et que le mandat de la MINUSMA soit renforcé, afin que aussi le dialogue puisse reprendre conformément aux accords de Ouagadougou. Et nous avons réaffirmé le mandat des médiateurs, le président Blaise Compaoré et le président Goodluck Jonathan, pour reprendre n'est-ce pas, leurs bons offices en relation avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, dans le cadre d'une réconciliation nationale, dans le cadre vraiment d'un dialogue intermalien, et que toutes les autres médiations doivent se faire autour de celle de la CEDEAO. En évoquant la situation dans le nord Nigeria, ils ont déploré le terrorisme de Boko Haram. Le terrorisme est en train de devenir une réalité, d'où l'urgence d'unir tous les efforts pour combattre ce fléau. S'agissant du Nigeria, nous avons réaffirmé notre solidarité et notre soutien à la lutte du Nigeria contre ce qui se passe Boko Haram et exiger la libération des jeunes filles collégiennes, mais surtout travailler pour que la CEDEAO a instruit les États à renforcer leurs moyens de défense de leur territoire et à développer une coopération plus dynamique dans le cadre de la surveillance des frontières et de la lutte contre le terrorisme.
L'heureux aboutissement de la transition en Guinée-Bissau a été salué par les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que l'excellente organisation et le déroulement paisible des scrutins des 13 avril et 18 mai qui ont abouti à des résultats acceptés par toutes les parties prenantes. Le président Macky Sall et le président Alassane Ouattara, présents au sommet extraordinaire de la CEDEAO au Ghana, ont eu un entretien. Les deux chefs d'État ont discuté de l'actualité dans la sous-région, notamment les violences au nord Mali et le terrorisme au Nigeria. Nous écoutons le président Macky Sall au micro de nos envoyés spéciaux Belessi et Hadikan. J'ai grand plaisir de revoir mon grand frère aîné, le président Alassane Ouattara, pour faire le point d'horizon de notre coopération bilatérale, également faire un tour d'horizon des sujets qui intéressent la CEDEAO, sujets d'ailleurs qui nous réunissent en ce moment même à Accra. Et c'était aussi l'occasion pour moi de lui redire toute la joie et la fierté que j'ai à le retrouver et saluer son action à la tête de la CEDEAO, son leadership, et encore une fois consolider les axes de coopération stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a procédé à l'inauguration des centres de recherche et d'essai du département de Saint-Louis. Il s'agit des CREI de Saint-Louis, Dakar, Bongo, Diongo, Peul. Ces centres offriront aux jeunes et aux femmes des opportunités de formation et d'initiation à l'informatique. Pabouna Diaw. Au total, ce sont 3 centres de recherche et d'essai qui sont ainsi inaugurés par le ministre de l'Enseignement supérieur, accompagné de son collègue de l'Habitat et du délégué général à la solidarité nationale, des fils du terroir venus assister à la mise à disposition de ces centres entièrement équipés, offrant aux jeunes et aux femmes de véritables cadres d'expression de leur créativité, de leur finesse d'esprit. Ces centres demeurent l'expression concrète de cette vision du développement qui consiste à diversifier les aptitudes et les compétences et à les circonscrire aux réalités socio-économiques de notre temps. Ils permettent en réalité de stimuler l'esprit de création et d'innovation à travers un transfert de technologies innovantes et la valorisation des capacités pratiques de transformation du savoir en savoir-faire. Les CREI sont des structures où sont développées, renforcées les aptitudes des jeunes et des femmes dans plusieurs secteurs d'activité, notamment les technologies de l'information et de la communication, la transformation des produits alimentaires, le montage de matériel fonctionnant grâce au solaire, entre autres. Les CREI de Bango, de Djougop et de Saint-Louisville sont déjà opérationnels. Sur ce site de l'espace jeune de Saint-Louis, nous avons formé en l'espace de 5 jours 20 jeunes en initiation en informatique. 15 jeunes en assemblage d'ordinateurs, 25 femmes aux techniques de transformation agroalimentaire, 25 autres femmes en technique de saponification et de fabrication d'eau de javel, 10 électriciens au montage de kits solaires. Ainsi, le président apporte à Saint-Louis cet outil de formation, cet outil de transfert de technologie qui est la base d'un pays qui veut devenir émergent. Et il y a 2 CREI à Saint-Louisville, un CREI dans la communauté rurale de Gandon, mais pensez que dans les années à venir, les autres communautés rurales et communes auront aussi leur CREI. Je voudrais donc que nous remercions ensemble le président Macky Sall pour avoir permis l'instauration de ce programme. 8 autres centres de la même envergure seront inaugurés dans les autres régions du pays dans le courant du mois de juin. Avec sa délégation, le professeur Marie Théounian s'est arrêté à l'université Gaston Berger pour constater de visu l'état d'avancement des travaux de l'UGB 2. Cet amphithéâtre de grande capacité sera ouvert incessamment, ainsi que d'autres salles de cours. L'objectif est d'assurer aux étudiants de l'UGB de meilleures conditions d'études. À présent, direction la cité religieuse de Seydina Limamou Laye, c'est pour retrouver nos équipes sur place et partager les temps forts de cette deuxième journée. Bonsoir Tiama Amadissi, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette deuxième journée? Alassane Sissé, bonsoir et bienvenue à la plage de Diamalaye, Yoff, qui a clôturé cet après-midi la 134e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdiou. La clôture, comme toutes les années, est marquée
par la cérémonie officielle, une cérémonie officielle qui a vu une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo. En gros, ce qu'on peut retenir dans les propos du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo a réaffirmé l'engagement du président de la République à appuyer, à soutenir, à être aux côtés des familles religieuses au Sénégal. De l'autre côté, le fils aîné du khalife général des Layènes, Seydina Issa Thiaw Laye, a salué l'engagement du président de la République, a apprécié les gestes que le président de la République effectue à l'endroit de la famille de Seydina Limamou Laye Al-Mahdiou. Ce matin, c'était une forte dévotion, un profond recueillement ici à Djamalaye Yoff. Cette cérémonie qui marque l'heure et l'endroit où Seydina Limamou Laye Al-Mahdi a effectué son premier appel. C'était en 1883. La cérémonie a été présidée par Imam Makhtar Laye, qui est longuement revenu sur les enseignements du Mahdi. Fatoumata Banelba. C'est en ce lieu, à cette heure, que Mame Baye Laye a lancé son fameux appel. Appel qui a réuni aujourd'hui des milliers de fidèles. Ces fidèles n'ont pas hésité à arpenter les rues de Yoff sous un chaud soleil pour se recueillir devant le mausolée du Saint-Homme. Le Yor-Yor Djamalaye a vécu à travers des zikrs adressés à Allah le Tout-Puissant et à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Des moments intenses de recueillement et de dévotion. Imam Mohamedou Makhtar Laye a tenu un sermon relatif aux enseignements de son défunt grand-père Seydina Limamou Laye. Il a invité les fidèles laïens à éviter le mensonge, la calomnie et l'appât du gain facile. Il leur conseille également de s'armer de foi et d'intelligence. En outre, l'imam de la grande mosquée de Yoff a déploré la perte des valeurs. Et dans la même veine, il invite également les politiciens et nos dirigeants à l'éthique et à la morale. Chérif Mohamedou Lamine Laye est revenu sur les bienfaits de la zakat, thème central de ce 134e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. La zakat, troisième pilier de l'islam, vient après la profession de foi et la prière. Son importance est donc capitale pour chaque musulman, une recommandation divine. La célébration de la 134e édition de l'anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdiou coïncide avec le centenaire du village de Cambérène. Cambérène, un village où résident des milliers de Layènes. Cambérène fête ses 100 ans. Nous retrouvons Kaltom Gueye. Voilà des années que ces paroles résonnent encore sur cette place de Yoff Djamalaye. Adjibo Dayalahi, traduisez, j'invite les hommes et les djinns à me suivre sur le droit chemin, avait dit Seydina Limamou Laye. C'était pour la première fois en 1883, une matinée de dimanche, coïncidant avec le premier Chaban de l'année lunaire en 1301 de l'Hégire. Le Yor-Yor de l'appel, c'est l'occasion où Seydina Limamou alayhi salam avait lancé son appel en 1883 pour un retour vers l'islam, vers la religion, vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'était une occasion pour changer la donne, parce qu'il a vécu dans une situation où l'homme avait perdu sa liberté, où l'homme était utilisé par le système colonial, par l'esclavage. Un regard dans le rétroviseur nous permet de comprendre ce qui caractérisait ce lieu 100 ans après. Et imaginez 134 ans avant, donc c'était un endroit vraiment impraticable, où il avait l'habitude de venir pour unifier Dieu, parce que contrairement à l'ensemble de sa communauté qui adorait les rap et les djinns. Ici se trouve le mausolée de Seydina Limamou Laye, et c'est d'ailleurs sur cette place que toutes les activités de l'appel sont clôturées. Le mausolée représente tout, parce que je peux dire c'est la trace de Seydina Limamou Laye, ce sont ces traces, parce que c'est un endroit de recueillement, c'est un endroit de prière, c'est un endroit où le disciple doit venir de temps en temps pour se rappeler des messages de Seydina Limamou. Yoff, un village plus que centenaire, il est l'un des plus importants lieux de convergence
de la communauté layène. Alors, vous avez plutôt suivi un élément de Ibrahim Mandong qui revenait un peu sur la symbolique de Yoff Diamalaye. À présent, nous retrouvons Amidou Diop. Amidou Diop nous dit qu'à Yoff, il n'y a pas d'érosion côtière. C'est simplement parce que Seydina Limamou Laye l'avait prédit, il avait parlé à la mer, il avait demandé à la mer de reculer et de laisser les populations habiter ici à Diamalaye. Une mystérieuse à Yoff Diamalaye que nous découvrons avec Amidou Diop. Depuis plus d'un siècle, les vagues frappent inlassablement le littoral de Yoff Diamalaye. Et pourtant ici, érosion côtière, on ne connaît pas. L'histoire raconte que les populations, menacées à l'époque par l'avancée de la mer, étaient venues consulter le mardi. Celui-ci a fait reculer la mer à l'aide d'un bâton avant de proclamer « Vous ne me connaissez pas, mais la mer me connaît bien ». L'avancée de la mer, qui est constatée au niveau des côtes, au niveau du littoral, sur le plan mondial, épargne cet endroit qu'on appelle Diamalaye. Pourquoi? Parce que tout simplement, Mame Limamou Laye avait signé un pacte avec la mer, qui est un milieu vivant, et lui avait recommandé de ne plus avancer et de ne plus détruire les concessions. Plus de 110 ans après, jamais le littoral de Yoff Diamalaye n'a subi les conséquences de l'érosion côtière. Même si partout dans le monde, le niveau des océans monte, le cas de Yoff Diamalaye reste un phénomène, un miracle qui porte la marque de fabrique de Seydina Limamou Laye. Seydina Limamou Laye Al-Mahdiou, c'est cet homme qui a marqué son époque, Alassane Cissé. Donc c'était tout pour ce soir, pour la clôture de la 134e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdiou. À vous. Merci Tierna Modoussi et merci à toute l'équipe qui nous a permis de vivre les temps forts de la célébration du 134e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. À présent, nous ouvrons le volet consacré à la région de Thiès en prélude au Conseil des ministres décentralisé. Les manufactures sénégalaises des arts décoratifs sont basées à Thiès. Elles sont reconnues dans le monde pour les tapisseries murales. Les tapisseries murales représentent la principale production dont la qualité est reconnue. Les manufactures des arts décoratifs offrent divers services aux particuliers, aux entreprises, aux artistes, comme par exemple la mosaïque, la sérigraphie ou encore le sous-verre, nous dit Awa Ndiaye. Depuis plus de 40 ans, les manufactures sénégalaises des arts décoratifs ont tissé de nombreuses tapisseries entièrement faites à la main. Une vraie expertise. Nous avions souhaité d'abord rendre convivial l'établissement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons réhabilité l'atelier 1. C'est l'atelier dans lequel nous sommes. Nous avons également réhabilité l'atelier numéro 2, qui est là-bas de l'autre côté. Nous avons réhabilité la salle d'exposition. Mais je pense que la grande innovation de cette année, c'est l'espace polyvalent. Nous avons réalisé un espace polyvalent qui a un caractère social d'abord, mais ensuite un caractère lucratif. Cet établissement est public à caractère industriel et commercial. Les locaux sont installés par l'État sur un terrain de 2 hectares. Plusieurs ateliers sont disponibles. Et dans le cadre de la production, de la politique sociale, nous avions décidé d'un commun accord avec le personnel et avec la direction, avec les syndicats également, de mettre en place un espace polyvalent qui peut servir de restaurant, de salle de conférence, de salle de séminaire, de réunion, de rencontres, etc. Donc ça nous permet de régler 2 problèmes. L'un des problèmes, c'est permettre au personnel de se restaurer de la manière la plus convenable qui soit et en temps réduit et minimiser les coûts du point de vue des dépenses. La qualité des tapisseries des manufactures sénégalaises des arts décoratifs est due à l'expertise des lissiers, au tissage à la main et à la bonne qualité du coton. Tapisserie murale, tapis de sol et de prière, batik, céramique, mosaïque, sérigraphie, sous-verre sont aussi d'autres activités des manufactures des arts décoratifs. Oui, je dois d'abord remercier le président de la République pour la place qu'il nous a accordé par rapport à l'organisation du sommet de la francophonie. C'est à nous qu'il revient de produire des tapisseries qui sont destinées aux œuvres de marque.
Ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important qui permet à l'établissement de gagner une part de marché de l'État et de respirer un peu plus. La salle d'exposition est spacieuse. Elle présente aux divers publics les productions. Les tapisseries murales de taille variable sont disséminées à travers le monde. On les retrouve dans les institutions de l'État, dans les entreprises et à l'étranger. Restons dans le secteur de l'art. C'est pour nous intéresser au village artisanal de Thiès, secteur important dans le développement de la région. L'artisanat qui se pratique ici reste toutefois confronté à d'énormes difficultés. Parmi celles-ci, le manque de clientèle, l'absence de logistique et l'insuffisance de financement. Malgré tout, les acteurs restent optimistes, surtout avec la prochaine stratégie nationale initiée par les autorités. Ibrahim Pabididou. Village artisanal de Thiès. Dans les stands, des objets d'art de toutes sortes. À côté, des pagnes traditionnelles, une panoplie d'œuvres qui renseignent sur le talent et le savoir-faire des artisans. Je fais en même temps le batik, la couture, le macramé aussi, broderie et le crochet. Les artisans locaux thiessois ont donc fini de faire la preuve de leur expertise. Pour autant, l'écoulement des produits reste un grand problème. Ce que vous voyez ici, c'est nous, c'est les artisans, ils sont là, on travaille, mais actuellement, il n'y a plus de motivation comme avant, quoi. Il n'y a plus de... Les touristes viennent petit à petit. Bon, Dieu merci, quoi, mais comme avant, il y avait plus de touristes que maintenant, quoi. C'est la clientèle toujours qui pose des problèmes. On a eu des problèmes de clientèle. Outre les problèmes de débouchés, les acteurs du secteur évoquent aussi des difficultés d'ordre logistique, financier et humain. L'ensemble des ressources humaines chargées d'animer l'artisanat au niveau de la chambre de métier n'est pas suffisante et les moyens logistiques aussi ne suivent pas pour nous permettre d'exécuter nos missions que l'État nous a confiées. Déjà à l'heure actuelle où nous parlons, l'État est en train de mettre en œuvre la stratégie nationale de développement de l'artisanat. Je pense que la mise en œuvre de cette stratégie permettra de façon générale le développement de l'artisanat, mais de façon particulière aussi le développement de l'artisanat au niveau de la région de Thiès, particulièrement où la Chambre de métier en tout cas mène cette promotion. Nous avons diagnostiqué le problème de l'artisanat au niveau de la région. Ce document a été transmis aux autorités. Malgré ces difficultés, les acteurs se disent optimistes. Ils espèrent une prise en compte de leurs préoccupations dans la politique de relance de l'artisanat initiée par le chef de l'État. Sur la Petite Côte, plus précisément à Saly, le tourisme est l'une des principales activités économiques, une manne pour cette partie de la région de Thiès. Cependant, certains hôteliers et artisans constatent une certaine baisse de la clientèle dans la zone. La concrétisation du projet aménagement de Mbodiène, Pointe-Sarène, Joal-Fignon pourrait relancer définitivement le tourisme sur la Petite Côte. Aline Badrakan. Du soleil à gogo et des plages à perte de vue, Saly Portudal a beaucoup d'atouts pour charmer les touristes. Ça fait 4 semaines qu'on est là. Davantage de découverte. Ouais, oui. Okay. Est-ce qu'il y a des contraintes, des choses qui ne nous ont pas plu dans lors de notre séjour ici? Non. Rien. Tout baigne. Il y a le soleil. Ouais. Il y a le sable. Ouais. Il y a la mer. Ouais. L'eau elle est bonne. Ah oui. Ouais. Un petit mot en wolof. Le tourisme porte l'économie de presque toute une zone. Sur la Petite Côte, il fait vivre des milliers de personnes. Aujourd'hui à Saly, nous avons 12 000 emplois directs et quelques 30 000 emplois indirects. Et en plus de ces effets, nous pouvons parler de l'apport que cette société-là, les hôteliers, l'investissement au niveau de la mairie de Saly. La patente payée par ces hôtels permet également à cette mairie de mobiliser quelques 800 millions de francs CFA dans le budget communal. Mais derrière ce tableau idyllique se cachent certaines difficultés. À l'heure actuelle, tous les hôtels n'affichent pas forcément le plein. Il y avait avant le problème de visa, les taxes aéroportuaires qui nous ont privé énormément de segments de clients. C'est-à-dire que tout ce qui était famille ne peut pas se permettre de consacrer 55 000 francs de taxes aéroportuaires. Un couple avec 2 enfants, ça fait quand même un budget important. Au village artisanal, même constat.
les affaires sont au ralenti. Les retombées, ça ne marche pas à Saly. Parce que depuis qu'on a instauré le visa, on a vu nettement qu'il n'y a plus de touristes actuellement à Saly. En plus, il y a destination Sénégal qui est très chère. Les hôteliers continuent néanmoins à tirer leur épingle du jeu. Malgré l'application de la réciprocité dans la politique des visas par le Sénégal, ils ont déployé un trésor d'ingéniosité pour séduire plus de touristes. Nous, on s'est dit l'année dernière que rester sur le marché franco-français, c'était pas suffisant et qu'il fallait aller chercher d'autres marchés. On a investi dans le marché belge et aujourd'hui on est vraiment très satisfait de ce marché qui est très porteur. On vient d'investir dans le marché suisse, on a des premières arrivées de clients suisses et on espère beaucoup d'un nouveau marché qui est les pays scandinaves. On espère qu'à partir d'octobre ou novembre, on aura des Scandinaves au niveau de l'hôtel. Je crois qu'il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir véhiculer une nouvelle image sur la destination, montrer que l'établissement a été rénové, qu'il est flambant neuf, qu'il est adapté à une clientèle haut de gamme et c'est ce que nous avons fait depuis 2 ans. Mais pour booster définitivement le tourisme dans cette partie de la région de Thiès, la société d'aménagement de la Petite Côte détient peut-être la solution miracle. Il s'agit du grand projet d'aménagement de Mbodiène, Pointe-Sarène, Joal, Fignon. Ces projets, heureusement, ont été sélectionnés par le chef de l'État et qui ont été présentés au club consultatif de Paris du mois de février. Et le site le plus avancé, c'est le site de Pointe-Sarène. Pointe-Sarène, Mbodiène, Joal se trouve sur l'axe de la route Mbour-Joal. Qu'est-ce que nous avons fait au niveau de Pointe-Sarène? Nous avons donc tiré la ligne électrique sur le site. Il y a donc la route d'accès Joal qui comment dirais-je, la route d'accès qui va de la route de Joal le tronçon jusqu'au site. C'est également aménagé bitumé. Nous sommes en train de faire des corridors. L'aménagement de Mbodiène, Pointe-Sarène, Joal, Fignon pourrait faire de la Petite Côte l'une des places fortes du tourisme balnéaire dans le monde. En attendant, il faut trouver rapidement une réponse durable à l'érosion côtière qui menace Saly. Ce phénomène est en train de défigurer l'une des plus belles cartes postales du Sénégal. Les eaux de Kayar sont très poissonneuses. C'est pourquoi des gens viennent des différentes localités du Sénégal et d'ailleurs pour pratiquer la pêche dans cette zone. Mais ces dernières années, l'activité connaît un ralentissement dû essentiellement à la cherté du carburant et au manque d'équipement. Le dossier signé Diana Badja. Situé dans la région de Thiès, à 60 km au nord de Dakar, Kayar est le 3e port de pêche artisanal du Sénégal. Les débarquements annuels tournent autour de 50 000 tonnes pour une valeur commerciale estimée à près de 8 milliards de francs CFA. Dans cette localité, la pêche occupe la première place économique. Kayar bénéficie de conditions naturelles favorables. C'est une localité qui est caractérisée par une fosse marine, on appelle un canyon marin, qui a une profondeur de 3300 mètres et qui joue un rôle extrêmement important sur le plan de la biodiversité. Kayar est le seul site de pêche au Sénégal où la loi interdisant l'utilisation de filets dormants est appliquée. Ici, les populations respectent l'environnement maritime. On refuse la capture des petits poissons. Ceux capturés, nous les retournons automatiquement en mer. Nous ne les vendons pas aux femmes parce que c'est du gaspillage. Il arrive que les gens organisent les pirogues de Saint-Tournant en 2 groupes qui partent à tour de rôle. C'est une façon de réguler l'accès à la ressource. Deuxièmement, il y a aussi la limitation des captures. Chaque pirogue de ligne ne peut pas débarquer plus de 3 boîtes par jour. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la limitation des sorties. Les pirogues ne peuvent pas sortir plus d'1 fois par jour. Des va-et-vient à longueur de journée. Dès qu'une pirogue accoste, porteurs et mareyeurs se précipitent et prennent d'assaut les cajots de poissons. Pour chaque rotation, les porteurs perçoivent entre 150 et 250 francs CFA selon la distance. Les mareyeurs de leur côté négocient les prix. La vente est aléatoire. Parfois, je peux faire des bénéfices. Parfois aussi, je vends à perte. Diverses activités se développent sur le site. La lessive en fait partie. Des femmes originaires de Ndiaganyao font le linge pour principalement les pêcheurs venus d'ailleurs. On peut gagner entre 7 000 et 8 000 francs CFA par jour en haute saison. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de travail. Je peux avoir à peine 2 500 ou 3 000 francs CFA. Kayar, c'est surtout sa campagne de pêche. Une période dynamique qui va de novembre à juin. Pendant ce temps, l'effectif des pêcheurs varie entre 2 500 et 5 000.
Le nombre de pirogues aussi peut atteindre 1800. Pour le moment, le démarrage est timide. Seuls quelques étrangers sont sur place. Pour eux, ce n'est pas encore la période d'abondance. Si on se débrouille comme on peut, le travail est juste de vivre et c'est dur. Depuis mon retour de la Tabaski, je n'ai pu partir que 2 fois en mer. La première fois, j'ai fait un bénéfice de 1250 francs CFA et la seconde fois, 500 francs CFA seulement. Le ralentissement noté dans le secteur est imputable moins à la raréfaction des ressources qu'à la cherté du carburant et au manque d'équipement. S'il n'y a pas assez de poissons, c'est parce que les pêcheurs hésitent à aller en mer à cause de la cherté du carburant. De plus, les moteurs coûtent cher et c'est difficile de trouver des matériaux comme le bois pour fabriquer des pirogues. À Kayar, rares sont les pêcheurs qui prennent toutes les mesures de sécurité avant d'aller en mer. Actuellement, le gilet de sauvetage se vend entre 6 000 et 7 000 francs. Or, nos maigres revenus ne nous permettent pas d'en avoir. Kayar est la seule localité disposant de 4 quais de pêche. Leur gestion est confiée à un groupement d'intérêt économique. La gestion consiste surtout à assurer l'assainissement et le renouvellement des équipements, n'est-ce pas, l'organisation du site par rapport à l'accostage, par rapport au stationnement des pirogues, mais aussi des usagers. Malgré les difficultés que traverse le secteur, Kayar est un modèle de pêche. Les habitants ont su mettre en œuvre des stratégies pour concilier développement et conservation de la biodiversité. C'est pourquoi, considéré comme un laboratoire, Kayar accueille beaucoup de projets de l'État et des partenaires au développement. C'était tout pour ce soir consacré au volet consacré à la région de Thiès. C'est un prélude au Conseil des ministres décentralisé. Rendez-vous donc pris pour demain pour d'autres reportages consacrés au développement socio-économique de la région de Thiès. L'information nous est parvenue en début d'après-midi. Les habitants du quartier Tchaoulène à Rufisque sont envahis par les eaux de mer. Beaucoup de dégâts matériels sont constatés. Ces populations appellent à l'aide. Reportage Waligay. L'avancée de la mer a encore fait des dégâts à Tchaoulène, un quartier de la ville de Rufisque. L'eau a envahi plusieurs maisons des populations riveraines. Depuis 5 h du matin, il y a eu la mer s'est agitée. Donc il y a eu de grosses vagues qui sont passées et voilà, ça a fait beaucoup de dégâts côté matériel. On n'a pas encore déclaré de pertes humaines, mais en ce moment on a juste noté des pertes matérielles. Nous, à notre niveau, on a pris les dispositifs comme quoi que on a présenté, on a eu à mettre des motopompes sur chaque coin de chaque quartier inondé. Maintenant, présentement, comme vous le voyez, avec nos agents, on est en train de pomper l'eau pour l'évacuer. D'ailleurs, la situation a été réglée depuis lors. Beaucoup de pêcheurs sont aujourd'hui dans le désarroi. Leurs pirogues et filets de pêche ont été détruits par la furie des eaux. Toutes nos pirogues ont été détruites et même nos marmites ont été renversées ce matin. Ce phénomène a commencé depuis hier, presque tous les filets et pirogues sont endommagés. Les victimes appellent de l'aide aux autorités. Nous demandons au président de la République de prolonger la digue. Cela va vraiment nous protéger. Venu constater le sinistre qui s'est abattu sur une partie de la communauté Lébou, le Serigne Ibrahima Diagne exhorte les populations à s'en remettre à Dieu. C'est tout à fait naturel, parce que ça ne vient que de la mer, et nous n'avons pas le contrôle de la mer, et personne n'a le contrôle de la mer que Dieu. Ce que nous voulons dire maintenant, c'est de demander aux populations, d'abord, de rester sereins et calmes. Les cimetières de ce quartier ne sont pas épargnés. Ils ont été envahis par les eaux, mais les agents de la mairie de Rufisque ont commencé à leur évacuation. Avancée de la mer à Tchaoulène à Rufisque, avancée de la mer également à Gorée. La mosquée de Gorée et le lycée Maria Maba menacent ruine à l'origine de fortes vagues qui frappent l'île de Gorée depuis maintenant 2 jours. Les Goréens sont actuellement sans électricité. Code Seine. Impuissants,
L'imam de la mosquée de Gorée regarde cette mer qui menace d'engloutir le lieu de culte qu'il dirige depuis 1974. La puissance des vagues qui frappent l'île ce matin est inhabituelle. Il y avait un trou provoqué par les assauts des vagues en dessous de la mosquée. C'est ce qui a conduit à l'effondrement brusque du mur. Certes, on est habitué aux grosses vagues, mais celle d'aujourd'hui, c'est du jamais vu. Les murs de la maison d'éducation Mariam Ba et le câble électrique qui alimente l'île en électricité n'ont pu résister à la houle. Des mesures d'urgence ont été prises pour assister la population. Pour l'électricité, nous avons comme d'habitude contacté la Sénélec qui a envoyé une équipe sur place pour essayer justement de diagnostiquer le mal. Quand ça arrive, on sait que soit c'est au milieu de l'océan, donc il faut l'aide d'une équipe des sociétés de travaux sous-marins qui doivent plonger. Ils doivent attendre d'abord que la mer se calme. Ils vont plonger, ils vont essayer de trouver l'endroit exact de la panne, sortir les câbles et trouver les pièces souvent à l'extérieur pour pouvoir faire les réparations. Donc ça peut prendre du temps. Chaque année, l'île de Gorée fait face à la même situation. Les autorités municipales demandent à l'État de prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre ce phénomène qui menace dangereusement l'île de Gorée. Je vous le disais dans les titres de ce journal, Journée mondiale sans tabac célébrée au Sénégal. Les autorités annoncent une augmentation de la taxe sur le tabac de l'ordre de 10% pour dissuader le tabac devenu un fléau, tue plus que des pandémies comme le sida par exemple. Youssou Kaba. Le tabac a fait plus de victimes selon les statistiques que toutes les guerres réunies à travers la planète. Le Sénégal en a compté aussi ses morts. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement compte augmenter la taxe sur le tabac pour décourager les usagers, notamment les jeunes. C'est une méthode plus qu'efficace parce que le tabagisme cause des maladies qui coûtent excessivement cher à l'État. Et puisque l'État a l'obligation de prendre en charge les questions de santé publique, il est important de développer des mécanismes budgétaires, n'est-ce pas, des taxations qui permettent de faire face à ces coûts élevés. Cette démarche est considérée comme la plus efficace selon les autorités. Madame Khoudjambaye, venue représenter son homologue de la santé, réaffirme la volonté du gouvernement d'aller vers cette mesure dissuasive. Augmenter les taxes va dissuader les fumeurs, les grands fumeurs, va mettre le tabac hors de portée des enfants et va permettre de dégager des ressources fiscales à réinvestir dans le système de santé. Et c'est l'une des entrées par lesquelles nous pensons que la solution devra arriver dans ce pays. Le Sénégal a pris l'engagement de réussir de manière exemplaire sa politique de lutte contre le tabagisme. Une loi promulguée qui n'attend qu'un décret d'application interdirait l'usage du tabac dans les milieux publics. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h. Je vous signale en sport football, le Sénégal rencontre la Colombie. C'est tout à l'heure à 21h. Vous pourrez le suivre sur la RTS 1. Je vous signale également le match 6 de la finale de la conférence ouest de la NBA. Il oppose Oklahoma City à San Antonio Spurs. Les Spurs mènent 3-2. Oklahoma City San Antonio Spurs, c'est à partir de 0h15 en direct également sur la RTS 1. Au Sénégal ou à l'étranger, merci de nous avoir suivis et bonsoir.